Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Je commence en vous rappelant que la pédagogie du cœur fait partie du regroupement Balado Pédago. Pour trouver d'autres balados qui parlent de pédagogie et du monde de l'éducation, visitez baladopédago.com. Si vous écoutez mon balado depuis un moment, vous savez que le bien-être des élèves est au centre des préoccupations de la pédagogie du cœur. De nombreuses études démontrent clairement que le fait que les élèves se sentent bien, en sécurité et même appréciés dans nos classes, tout ça a un impact positif sur leur apprentissage. C'était donc tout naturel pour moi d'inviter aujourd'hui une intervenante en milieu scolaire à répondre à mes questions. Caroline Simard est intervenante dans une école secondaire privée de la région de Québec depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé par lui demander pour quelles raisons elle a été attirée par une profession de relation d'aide. J'avais beaucoup d'amis qui avaient des difficultés. Okay. Et rapidement, je me suis sentie impuissante par rapport à leurs difficultés. L'idée de la relation d'aide dès le secondaire. Oui, parce qu'en fait, j'ai choisi un parcours technique. Je suis allée au Cégep de Sainte-Foy, j'ai fait ma technique en travail social. Rapidement, je suis tombée aussi sur le marché du travail. Là. À 20 ans, moi, j'allais faire du travail de rue. C'était ma première expérience de travail. C'est moins un peu le travail de rue traditionnel qu'on peut penser, mettons, au centre-ville. C'est un travail de rue qui est de plus en plus commun. J'étais dans le coin de Sainte-Foy, Cap-Rouge, Saint-Augustin. On se promène dans les parcs, on est dans le milieu où est-ce que les jeunes vivent. Le soir, on se tient au McDo, on fait un tour à la Maison des Jeunes. Fait qu'à 20 ans, là, c'est ce que je faisais. Juste pour me donner une idée de comment ça se passe, est-ce que tu es seule? Est-ce que vous êtes à deux intervenants? On est toujours deux. OK. On essaye toujours de mixer aussi, là, d'avoir un gars de fille, idéalement. Ouais, exact. Souvent, on essaie de rejoindre les jeunes qui ne sont pas rejoints par les organismes, que ce soit les écoles, les maisons des jeunes, les CLSC. J'ai ensuite voulu savoir comment Caroline s'était retrouvée à travailler auprès de la clientèle du secondaire. C'était clair pour moi que je voulais travailler dans les écoles. Là, après ma technique, je me suis rendu compte, OK, mais tu sais, pour travailler dans les écoles, c'est souvent l'éducateur spécialisé, la formation initiale. Puis là, ça a donné que dans le travail de rue, j'ai rencontré une personne qui était conseillère en orientation. C'est elle que j'avais remplacée, finalement, le poste que j'occupais là en travail de rue. Elle était conseillère en orientation au compagnon de quartier, mais elle était aussi éducatrice en prévention des dépendances dans une autre école. Elle m'a dit, écoute, moi, je libère mon poste parce que je suis rendue avec une tâche à temps plein. Si ça tente d'essayer, je peux donner ton nom, puis tu peux aller rencontrer. C'est comme ça que c'est arrivé. Oui, voilà. C'est comme ça que je suis rentrée dans une école privée. C'était des postes qui étaient plus ou moins intéressants parce que c'était une journée semaine, c'était des enveloppes. C'est fou, là. On oublie ça, là, mais il n'y a pas si longtemps, là, quelques années, on parle de quoi, là? Fin des années 90 à peu près? C'était en 2000. Moi, j'ai gradué en 2000. OK. Donc, début des années 2000, dans les écoles, donc par exemple, dans cette école-là où tu as commencé à travailler, il y avait une intervenante, une journée semaine. C'était en proportion du nombre d'élèves dans l'école. Fait qu'il y avait un nombre. Si tu avais 300 élèves, 500 élèves, tu avais une enveloppe qui était attribuée aux écoles. Puis ça, c'était privé, public, c'était la même chose. Fait que selon le bassin d'étudiants que tu avais dans ton école, tu avais une enveloppe qui était associée à la prévention des dépendances. À ce moment-là, on disait la prévention des toxicomanies. Donc, je suis rentrée à cette école-là. Puis, rapidement, il y a d'autres écoles qui avaient les mêmes besoins. Qui ont levé la main parce que, justement, là, il y avait besoin il y avait besoin de 43 jours dans telle école. Il y avait besoin de 30 jours. Il y avait besoin de 12 jours dans une autre école. C'est complètement Alors, en l'espace de 5 ans, j'ai fait peut-être une dizaine d'écoles, toujours une école privée. Mais là, ça a beaucoup changé. Tu sais, quand même, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se vivait. D'abord, on a arrêté de juste s'intéresser à la prévention des toxicomanies. Les intervenants, les intervenantes, les techniciens en éducation spécialisée qui sont engagés, ils ont un rayon beaucoup plus large d'action là, que de juste s'occuper des gens qui auraient des problèmes de consommation. En fait, il y a eu un changement. Là, moi, ce que j'ai remarqué, c'est à partir du moment où est-ce qu'il y a eu l'introduction des plans d'intervention, il y a eu un besoin plus grand au niveau de l'aide à l'élève. Puis on a commencé à élargir un peu l'aide à l'élève à différents besoins. Puis encore là, je suis toujours avec ma lunette privée parce que c'est sûr que c'est un peu différent même. Là. Fait que on aurait peut-être deux façons de voir les choses. Oui, tout à fait. Mais il reste que les changements ont été majeurs. Exact. La philosophie de l'intervention, effectivement, ça, c'est un peu uniforme.
de plus en plus, on tend vers une approche plus globale au niveau de la prévention, de la promotion. On parle tranquillement, le discours diffère. On parle plus de promotion de la santé et on va parler d'apprentissage socio-émotionnel, on va parler de compétences sociales. Fait qu'on va y avoir une approche beaucoup plus universelle pour développer différentes habiletés qui vont ultimement prévenir les dépendances, qui vont prévenir la violence, l'intimidation, qui vont être un peu plus larges, mais qui vont répondre à différents besoins. Parce que c'est un peu ce qu'on s'est rendu compte. Moi, je regardais le plan de sensibilisation au niveau des dépendances, l'intimidation, l'éducation à la sexualité, puis il y a différents thèmes. Puis ça, c'était comme si c'était différents... Toutes des cases. Cases différentes, sauf qu'en même temps, ils s'entrecoupent avec des thèmes qui sont similaires. Tu sais, quand on parle de relations saines, on touche l'éducation à la sexualité, mais on touche la prévention de la violence, l'intimidation. Puis en même temps, plus on va être capable de communiquer d'une façon saine avec les autres, puis on va être capable d'entretenir des relations, plus on s'éloigne aussi des dépendances. La situation évolue constamment en matière de prévention des dépendances. Alors que récemment, on se réjouissait de la réduction significative de la consommation de la cigarette chez les jeunes, on se retrouve aujourd'hui avec une offensive de l'industrie du vapotage. C'est un double message parce qu'en fait, ce dispositif-là est arrivé pour réduire le tabagisme. Fait qu'Oura, on était content d'avoir un dispositif qui réduisait les risques de consommer. C'est dans une approche de réduction des méfaits. C'était intéressant, ce dispositif-là, pour réduire les risques associés à la fumée, vraiment sur la gorge, sur les poumons. Oui. Malheureusement, il y a aussi des désavantages. La nicotine reste la nicotine. Est-ce que tu as l'impression que la quantité de jeunes qui utilisent les vapoteuses est si grande de ce qu'on voit dans les données, là, parce que je sais qu'il y a des sondages qui sont faits auprès des jeunes année après année. On en a fait un encore cette année, je pense, à l'école. Exact, comme passe. J'ai pas les données avec moi, Marc, je pourrais... je te prends un peu à court. Oui, c'est ça, je pourrais te transmettre. Effectivement, c'est quand même assez répandu. En fait, ça fait aussi partie de l'adolescence, là. Bien sûr. Il y aura toujours quelque chose, malheureusement. Je ne veux pas être pessimiste. Non, c'est c'est un peu dans la nature de l'adolescent d'essayer quelque chose. De transgresser. Exact. Ça fait partie de l'expérimentation. L'alcool est non négligeable. On en entend de plus en plus parler. Là. Il y a quand même beaucoup de normalisation. Oui. Particulièrement ici au Québec, de la consommation d'alcool. On voit de plus en plus des consommations standards, des recommandations. Il y a aussi, avec la légalisation du cannabis, il y a eu quand même un tournant. C'est un gros changement. Ça, c'est important. Et avec ça est venu aussi un changement au niveau de la prévention. Le gouvernement retire une certaine somme par rapport à ça qui sont obligés d'investir dans la prévention. Quand tu dis retire une certaine somme, tu veux dire de la SQDC. La SQDC, des profits de la vente du cannabis. Qui vont dans la prévention. Exact. Ils sont obligés d'accorder une partie de ces sommes-là à la prévention. C'est la même chose aussi pour l'alcool, là. Oui. Ce qui a changé, c'est qu'ils ont redonné, ils ont donné une partie des sommes aux organismes communautaires pour venir faire un soutien aux écoles. Donc, on a des organismes communautaires partenaires qui viennent travailler avec nous pour faire la prévention des dépendances. Ouais. Puis encore là, toujours quand on parle de prévention des dépendances, on reste quand même dans la même lignée, là. Fait qu'on va pas juste parler de drogue, mais on va parler de saines habitudes de vie, on va faire la promotion de la santé mentale. On va y aller dans une optique plus large. Fait que, quand on donne, par exemple, le programme Hors-Piste, qui est un programme validé de 10 ateliers qui vise à prévenir notamment l'anxiété, le stress, développer des saines habitudes relationnelles, etc. Notre intervenante en prévention des dépendances peut venir donner cet atelier-là. Je comprends. Pour prévenir. Fait que ça devient des partenaires qui sont super précieux pour nous, les milieux scolaires. À tous les auditeurs en quête d'inspiration et de pédagogie, aviez-vous déjà pensé à la puissance de l'apprentissage non conventionnel? Découvrez le Cancre pédagogue, le balado qui révolutionne votre perception de l'éducation. Des récits captivants, des conseils pratiques et des invités inspirants. Rejoignez-nous pour un voyage unique vers la découverte de nouvelles perspectives. Abonnez-vous dès maintenant au Cancre pédagogue, le balado qui célèbre l'apprentissage sous toutes ses formes. Après 25 années passées sur le terrain, Caroline Simard a décidé de retourner à l'université en psychoéducation.
Il me manquait le côté plus comportemental, comprendre le comportement, comprendre la fonction du comportement, comprendre comment changer, comment modifier certains comportements. C'est très spécifique au milieu scolaire aussi. Je suis toujours aussi passionnée par les jeunes, l'intervention. En même temps, j'ai envie de prendre ce pas de recul-là pour essayer d'améliorer un peu le système. Je suis encore un petit peu idéaliste, là, mais venir plus en soutien aux équipes, d'avoir un rôle plus conseil. En cours de discussion, Caroline m'a confié avec beaucoup d'humilité avoir eu des doutes sur sa capacité à y arriver au moment de retourner sur les bancs d'école. J'ai un TDAH, plus TDA que H. C'était pas très populaire dans les années 80 d'avoir des diagnostics, particulièrement pour une fille avec un TDA. À la limite, dans ces années-là, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait des jeunes qui étaient hyperactifs. Oui, exact. Mais il n'était pas question de troubles, de déficit de l'attention accompagnés d'hyperactivité. Là. On parlait pas de ça dans les années 80. Fait que, moi, dans le fond, j'étais un peu poche à l'école. C'est ça que j'étais. OK. Moyen, là. J'étais pas... Je réussissais, mais sur la limite. Donc, tu as eu des doutes en entrant à l'université? J'étais pas sûre, parce que je restais quand même avec cette idée préconçue-là que j'étais pas sûre si j'étais capable d'aller à l'école. Puis finalement, je suis capable. Je suis allée quand même chercher une médication pour m'aider à rester concentrée sur le tard, parce que dans mon travail, c'était pas nécessairement quelque chose qui était essentiel, parce que j'arrivais... Tu sais, on dit toujours ça, tu sais, quelqu'un qui a un TDAH arrive à faire qu'est-ce qu'il aime. Fait que tu sais, moi, d'écouter quelqu'un parler de sa vie, ça me passionne. Je pars pas dans l'une. C'est quand même quelque chose d'être dans l'action, de faire des projets. Pour moi, c'était quelque chose qui était naturel, qui était facile. Puis j'ai toujours compensé avec des bonnes stratégies d'organisation. Fait que ça allait. Je m'en ai bien sorti. Mais au niveau de l'apprentissage... Tu as étudié des stratégies d'organisation que tu enseignais aux autres. Donc, tu avais tous les trucs. C'est ça. J'étais pas pire là-dedans. Notre discussion nous a mené à parler d'un projet de recherche auquel Caroline collabore pendant l'été. Toujours dans le domaine qui m'intéresse, la dépendance, la prévention, je suis allée avec Joël Tremblay, professeur de l'Université de Trois-Rivières, qui, lui, a des projets de recherche avec le RISQ, R-I-S-Q, qui, eux, produisent des outils, notamment, qui font d'autres choses, mais produisent des outils d'évaluation pour les gens qui ont un problème de dépendance, pour être capable d'évaluer un petit peu, on se situe où par rapport aux dépendances. C'est pour évaluer un peu le niveau de l'intervention dont on va avoir besoin? Entre autres. C'est pour évaluer, tu sais, par exemple, nous, à l'école, quand on a un jeune qui se questionne par rapport à sa consommation, on a un outil qui a été fait par le RISQ, par l'équipe là, de M. Tremblay, qui nous permet de dire si le jeune est dans un feu vert, feu rouge ou feu jaune par rapport à sa consommation, ce qui va orienter un peu les services. S'il est dans un feu vert, est-ce qu'on choisit une approche qui est plus avec le Centre de réadaptation des dépendances, qui vont le rencontrer une fois ou 2 semaines pour l'aider à réfléchir, à prendre des décisions, peut-être réduire sa consommation, réduire les risques, les contextes, tout ça. Si on est dans un feu rouge, est-ce qu'on va aller justement avec le Grand Chemin, l'ancienne maison Jean Lapointe, qui s'appelle maintenant le Grand Chemin, pour faire une thérapie dans un processus fermé. C'est le premier outil de dépistage. Donc, cet outil-là, qui est un questionnaire, qui est d'une page recto-verso, que nous, les intervenants scolaires, nous aident à dépister. Voir un petit peu, toute ta dépendance est rendue, ou ta consommation, on est à ce niveau-là. Est-ce que tu auras envie de réfléchir un petit peu plus loin? La deuxième étape, après ça, là, il y a un IGT, indice de gravité de la toxicomanie, qui est plus étendu. Puis là, je te parle, c'est la trajectoire plus adolescente. Trajectoire adulte, il y a autre chose. L'autre outil que les IGT permet vraiment de situer, où que le bas blesse en matière de consommation. Est-ce que c'est vraiment les enjeux par rapport à ma famille, les enjeux par rapport à l'école, ma motivation, c'est où est-ce que ça se situe? Après ça, on peut individualiser un petit peu plus un plan de match pour l'individu. En fonction de ces outils-là de dépistage. Le projet de recherche auquel j'ai travaillé, c'était vraiment d'actualiser ces outils-là de dépistage. Mon invité a tenu à mentionner qu'il faut être prudent dans le choix des activités de prévention des dépendances. Il y a aussi un effet qui peut accentuer la consommation. En santé mentale, même si je fais une activité où est-ce qu'on plante des fleurs, même si ça n'a pas une grande portée, il n'y aura pas d'effet nocif à promouvoir la santé mentale positive de cette façon-là. Par contre, si je fais une activité d'impro sur des thèmes en lien avec... liés à la consommation. Lendemain de veille, mettons, on peut promouvoir la consommation en faisant ça. Même si mon intention, c'est pas ça, puis qu'on veut
parler de la consommation, puis on essaie de passer un message, mais on vient quand même banaliser un peu la consommation, puis dire, c'est un peu drôle quand même, un lendemain de veille. C'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Caroline Simard qui a accepté de répondre à mes questions. Merci à Simon Proulx, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne pour chacun des épisodes. Mon nom est Marc Proulx. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.